passage, revenant à âmes errantes, écoutez les belles histoires vraies que nos anciens nous ont rapportées. Notre première halte est le cimetière. Chut! Le vent sort de ce lieu, on le repose pour l'éternité. Écoutons-les. Et la mer. Et la mer. Tu sais qui je viens de voir dans le cimetière? Ben non, un revenant. Ça aurait pu, parce qu'on n'est pas très loin du moulin de la Motte, qu'on appelait aussi le moulin des revenants. Mais non, je viens de voir la petite Elisabeth, la sœur de Paul et Jacques, la petite nous. Mais qu'est-ce qu'elle venait faire dans le cimetière? Elle avait rendez-vous avec son chéri? Oh, mais non, elle est bien trop jeune. Quel âge elle a? 10-12 ans. Non, elle avait un carnet et elle notait sur ce cahier le nom, les prénoms, les dates de tout ce qui était inscrit sur les tombes. Mais ça lui savait quoi? C'est pas un jeu de gamine. Elle m'a dit qu'elle voulait faire l'arbre généalogique de tous les habitants de Clavel. Je lui ai demandé si elle n'avait pas un peu peur d'être dans le cimetière. Mais elle m'a dit non, je n'ai pas peur. J'y viens souvent avec une voisine, une cousine. Ah, on arrose même les fleurs sèches, même si ce n'est pas les tombes de nos ancêtres. Et puis, quand même, elles ont dit qu'elles avaient un peu peur de cette chapelle Roi Rocher là, avec, elle est un peu délabrée et puis elle a une porte rouillée. Et bizarre la drôlesse. Et qu'est-ce que c'est que cet arbre? Je ne connais pas, j'en ai pas dans mon jardin. Mais Bétard, grand Bétard, c'est un arbre dessiné sur lequel on inscrit les noms de tous les ancêtres. D'accord, d'accord. Il est beau notre cimetière, hein. Toujours bien fleuri. Ah oui, les vivants prennent soin de leurs morts. Mais sais-tu qu'autrefois, le cimetière se trouvait juste au pied de l'église? Oui, oui. Et ma grand-mère me disait que ce cimetière, c'était même l'agence matrimoniale des siècles passés. Dans nos villages, les gens mouraient assez jeunes. Quant aux enfants, faute de bonne alimentation et de docteurs, ils ne faisaient pas de vieux os, les pauvres petits. Oui, oui. Alors, les parents restants avaient du mal à assumer, s'occuper des enfants, travailler, cultiver leur potager, préparer à manger. Et les veufs et les veufs, eh bien, venaient visiter leurs conjoints défunts au cimetière avec leurs enfants. Alors, on papotait, on faisait connaissance, et puis bien, on faisait un deuxième, voire un troisième mariage, et on refaisait des enfants. Ah, les pauvres femmes. Tous les ans, elles étaient enceintes. Elles étaient épuisées. Ah, heureusement pour nous, tout ça a bien changé. Oui. La petite Elisabeth a bien grandi. Elle est maintenant grand-mère. Mais elle a tenu parole. Il y a 3 ans, elle a réalisé l'arbre généalogique des habitants de Clavette de 1792 à 1902. Vous pouvez consulter son travail à la bibliothèque du village. Oh. Oui, je sais. 1960, sur le site de l'ancienne usine Barreau. On y fabriquait des charrettes, des citernes et bien d'autres engins. Et dis donc, Clément, oui, il faudra bientôt être ingénieur pour faire ce qu'on fait là. T'as raison, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah non. Parce que depuis 1945, ça a bien évolué. Hein. Ouais, parce qu'entre 1918 et 1939, hein, évidemment, à cause de la guerre, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution.
Non. La fin des constructions des charrettes, des tombereaux, des brouettes, parce que vous en faisiez beaucoup de brouettes juste après la guerre. Ah oui, on faisait ce qu'on appelait des brouettes à fumier. C'est ça, des brouettes à fumier pour transporter le fumier des bâtiments. Bon, et puis après, les charrettes ont eu des pneus, les roues ont eu des pneus pneumatiques, et donc c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Oui. En quelle année ça s'est arrêté tout ça? Oh petit à petit, hein. Petit à petit. Maintenant on fait des citernes à mazout. Parce que les gens ont compris que le mazout, le charbon, c'est pas très, très bon. Donc il y avait que ça, mais il faut bien chauffer. Hein. Ouais. Oui. Et tu sais, Giraud, le livreur de citernes, il en a perdu une sur la route, qui était à l'arrière, sur la remorque, à l'arrière de CDS. Ça faisait un laisser de boucan. Oh là là, il allait descendre trop vite, hein, comme d'habitude. On savait tout de suite que c'était lui. Hein. Ah, tiens, voilà Giraud. Hein. Et puis il jouait un petit peu là. Oui. Il était fier le gars, hein, il croyait le roi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Mais tu parlais des charrettes tout à l'heure. Oui. Eh ben, moi, pendant la guerre, j'ai commencé à en faire des charrettes à pneus. Bah, tu sais, il y en avait chez mon oncle. Hein. C'était avec des vieux pneus de camion. Mais ils ont pourtant repris du service, hein, et puis ils ont servi après et encore. Hein. Oh oui, pendant la guerre, oui, et après. Hein. Ouais. Hein, mais c'est pas facile quand même de trouver des pneus. Hein. Il n'y en avait pas, il n'y en avait rien. Hein. Pas un souci du tout. Wow, c'est ça. Alors pendant la guerre, j'allais c'est vrai, dans les secteurs de voitures. Des bêtises. Hein. Quoique, on en trouvait encore des camions et autres. Alors, prenez les essieux de port arrière et puis j'ai commencé comme ça. Voilà. Puis, on faisait aussi des cercueils. Hein. D'ailleurs, les gens n'entraient pas toujours dedans. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. C'est arrivé une fois, c'était un drôle de coup. Ouais. Et oui, c'était en plein mois d'août. Ouais, mais je me souviens, c'était quelqu'un de gros, mais surtout pas très grand. Hein. Oui. Donc, effectivement, tu as raison, c'était en plein mois d'août, il faisait une chaleur terrible, comme aujourd'hui. Il habitait à la cure, l'ancienne cure. Ouais, rue du Moulin, là. Voilà. Et le maire que je voyais souvent, et qui était avec moi, me dit, c'est Raymond, attention, il va peut-être pas rentrer dedans, parce qu'ils font des proportions importantes, déjà. Il ne va pas rentrer dans le cercueil. Moi, je dis, écoute, on va faire quand même, on va essayer quand même, hein, on verra bien. Oui, j'étais jeune, j'étais pas au courant, il y a toujours de la place. Bon, je m'étais dit. Du coup, vers 9h du soir, je suis parti avec le cercueil, hein, chez le défunt. Et quand je l'ai vu, je me suis dit là, c'est sûr, ça va pas rentrer. Alors, comment t'as fait? On l'a mis quand même dedans. Et on s'est mis à 3, on est monté à 3 sur le cercueil, on n'est pas arrivé à le fermer. Oui, on n'est pas arrivé. Alors du coup, je suis reparti avec ma charrette et mon cercueil. Il a fallu que je fasse une réhausse de 10 à 15 cents. Oui, mais on m'a dit attention, vu que le cercueil a été le corbillard a été déjà coupé pour faire rentrer le cercueil, celui-là il va pas rentrer. Et alors, vous avez fait quoi? Je dis on fait comme d'habitude, on verra bien. Hein. Et effectivement, le jour de l'enterrement, le cercueil ne rentrait pas dans le corbillard. La moitié était dehors, la moitié était dedans. Et je ne vous parle pas des gars qui transportaient le cercueil, parfumé un peu à sa façon, sans vous parler non plus à l'intérieur de l'église. Et si ça s'est passé comme ça, on a réussi, quoi, on est arrivé, mais on a passé de drôles de moments. Hein. Forcément, on n'était pas habitué à ça, et puis je crois que la plupart des gens qui ont assisté à l'enterrement n'étaient pas habitués non plus, parce qu'ils étaient très surpris que le cercueil ne rentre pas dans le corbillard. Voilà. Et on m'avait pourtant prévenu, on m'avait dit attention, la telle dimension, il ne faut pas dépasser. Ça avait dépassé. Hein. Bon, on a été plusieurs à en rire après, mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas très risible pour la famille du défunt. Voilà.
Oyez, oyez, bonnes gens. Ici se trouvait le salon de coiffure de Marguerite. Avec Marguerite, une pensée pour les cheveux coupés, frisés, tressés, stressés. Avec Marguerite, vous n'avez pas l'air d'une frite, car ses deux mains s'agitent, autour de votre tête gravitent, mais les oreilles évitent malgré qu'elles aillent vite. Son travail est mérite, elle est votre coiffeuse favorite, et vous louez ses mérites. Bonjour Claudette, comment allez-vous ce matin? Bonjour Marguerite, ça peut aller. Dites-moi, il va falloir que je vienne me faire coiffer. Pas de problème. Je suis disponible et facilement pour l'instant, mais bientôt va commencer les moissons et je vais être très occupée pour nourrir tous ces journaliers. Je me doute bien. Et comment vont les enfants? Oh, je vous ai pas raconté la petite dernière de Christian? Dites voir. Eh ben, voilà, un voisin a donné des bonbons à Christian. Les enfants adorent ça. Ben, je lui ai dit, on répond quoi? Le drôle, il a dit, j'en veux d'autres. Sur le coup, j'étais estomaquée et j'ai rigolé. Je l'ai servi des petites notes parce que c'était pas très poli de sa part. Ah, le petit Christian ne manque pas de repartie, ma foi. Ça, c'est sûr. Bon, vous souhaitez venir quand, peut-être? C'est pour un événement particulier? Non, je voulais simplement rafraîchir par une coupe mes cheveux et pourquoi pas les faire friser pour l'été. C'est une bonne idée, mais ne tardez pas trop. Oui, je sais, avant la moisson. Exactement. Cette année, mon mari dit qu'elle sera excellente. Il a fait beau au bon moment, de l'eau juste ce qu'il faut. Voilà. Vous prenez toujours les mêmes personnes? Oh oui, vous savez, mon mari a ses habitués, d'une année sur l'autre. Quoique... Je comprends, c'est une quinzaine difficile à gérer, tout ce monde qui débarque en même temps. Ça met de l'animation au village et ça doit aussi faire marcher votre commerce. Oh, pas tant que cela, vous savez. Les saisonniers sont là uniquement pour le battage. C'est très fatigant et ils ne pensent pas trop à leur apparence. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, vous avez des nouvelles d'Antoinette? J'ai appris qu'elle était malade et que vous passiez la voir de temps en temps. Oh oui, elle est bien faible. Je dois passer sur les conseils de l'infirmière tous les jours pour lui prodiguer un soin. Cela arrange bien l'infirmière, qui est débordée. Et moi, cela ne dérange pas trop de rendre service. Vous êtes bien bonne, Marguerite. Vous avez un grand cœur. Merci à vous. Mais vous savez, je le fais simplement. Tout de même, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de compétences et de qualités. Oh, n'exagérons pas trop. Vous feriez certainement la même chose que moi. D'ailleurs, vous faites penser qu'il va falloir que je l'emmène à l'hôpital la semaine prochaine. Avec les moissons qui arrivent, j'espère pouvoir tout faire. Je vous admire. Quel courage vous avez de gérer tout cela. Votre commerce, aider votre mari, vous occuper des drôles et en plus des habitants du village. Oui, je vous avoue qu'il y a des jours, j'aurais bien besoin d'une double journée. Mais j'aime cela et les gens me le rendent bien. Pas évident. Bon, je repasserai dans la semaine pour vous dire quand je viendrai. Pas de soucis, mais faites vite. Oui, à cause des moissons. À Clavette, il y a 3 épiceries où on peut tout acheter. Du sucre, du sel, du poivre, des pâtes, des maquereaux, des sardines en boîte. Du beurre en motte vendu au poids. Des petits sacs de charbon de bois. Des piles, des pelles, des vis et des clous. Du café en vrac, n'oubliez pas d'apporter votre sac. L'ami du peuple, le journal des grands. L'écho du Noël, celui des enfants. Des chemisettes pour les hommes. Des jarretières pour les femmes. Des peignes, des brosses, des aiguilles et des épingles. Du fil, de la laine et toutes sortes de boutons. Du métrole pour faire voler les lampes. Des rubans, des dentelles et des gants. De l'huile en fût. Du vinaigre en tonneau. Et plein de jolis bonbons en bocaux. Nous voilà devant l'épicerie de Cécile. Ah, tiens, voilà Simone. Qu'est-ce qu'elle va bien acheter? Bonjour Cécile. Bonjour Simone. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as des sabots? J'ai toujours froid aux pieds. Dans la boucherie à la Jarrie. Une cliente m'a dit, comme il n'y a pas de chauffage, vous devriez porter des
sabots à semelle de bois. Ah, désolé, je n'ai que des gros sabots. Comme ceci. Quel dommage. Je ne me vois pas marcher dans la boucherie avec ces gros sabots. Va donc chez Denis, le démercier à La Rochelle. Il doit avoir ce qu'il te faut. D'accord, je demanderai à mon mari de m'y enlever. J'ai vu que ton mari a toujours son camion bleu pour faire sa tournée. Ah, ça c'est pour elle. Il y tient. Il vient 3 fois par semaine à Clavette. Nous sommes gâtés. C'est qu'il y a une bonne clientèle ici. Je vois que tu as toujours les bonbons qu'on aimait quand on était petits. Lesquels? Ah, les haricots? Oui, les petits haricots de toutes les couleurs. C'était le dimanche que tu venais en chercher, après la messe. Avec mon cousin Gilbert. Oui, le petit Gilbert. Alors, moi, je sortais avant la fin de la messe pour ouvrir l'épicerie. Et puis, beaucoup d'enfants avaient une petite pièce dans la poche. Alors, ils venaient chercher 5 sous de haricots. De toutes les couleurs. On les mettait dans la poche et après, ils étaient vite mangés. Eh bien, si tu veux en acheter, il y en a encore, Simone. Tiens, voilà 2 garçons qui ont bien grandi. Bonjour les amis. Bonjour Jean, bonjour Jacques. Bonjour. Alors, toujours aussi sages tous les deux? Tu te souviens, on a fait des bêtises, hein, nous, quand on était enfants de cœur. Ah, est-ce que tu te rappelles des bagarres qu'il y avait avant que le curé arrive avant la messe? On prenait le chandelier, on mettait des petits ressorts, et puis avec des petits restants de bougies, on les mettait là, et on appuyait, et schlac, ça partait. Ah, et ça partait comme des coups de canon. En fait, nous, on allait à la messe, hein, parce qu'on s'amusait bien. Oh, ça m'amusait bien. Ah, on riait, on rigolait. Tu te rappelles, Jacques, pour sonner les cloches, on sonnait la volée 5 à 10 minutes avant la messe, et après, il y avait les 3 coups, mais juste avant la messe. Hein. Ah, ouais, mais comme on n'était pas lourd, on montait avec la corde. Ouais. Bah Tu te souviens du curé Mongis, qui était vraiment un peu spécial. Hein. Ah oui, je peux vous en souvenir, mais il était très précis. Hein, la messe démarrait toujours à l'heure. Hein, c'est terrible. Hein. Et regardez sa montre. C'était à la minute près. Et après les 3 coups qu'on avait sonnés, il commençait sa messe. Et au moment donné, il montait en chair pour la prêche. si par malheur quelqu'un arrivait en retard, il s'arrêtait de parler. Il le regardait d'un œil terrible que la pauvre personne ne savait plus se mettre. Pardon. Ah, ouais. Ça, je m'en souviens aussi. Hein. Il faisait peur ce curé. Ah ouais. Bon, enfin bon, on riait bien, on a passé de bons moments. Hein, comme ça. Oh, c'était une vraie distraction. Oui, c'était un peu moins drôle pour les adultes quand même. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. Simone, est-ce que je te sers des petits haricots? Pourquoi pas? En souvenir du bon vieux temps. Alors nous, on en prend aussi. Oh, bon, on a tiré les enfants, nous. Hein. Ah, ça sent bon le pain frais ici. Miam, elle est délicieuse cette baguette. Oh, on a de la chance d'avoir une bonne boulangerie à Clavette. Vous savez qu'il y a eu d'autres boulangeries ici autrefois? Et même dans cette rue, il y en avait une, mais c'était il y a longtemps, dans les années 20. Le boulanger s'appelait Camille Guidouk. C'était un Belge et on ne sait pas exactement comment il est venu là. Il avait son fournil au fond de la Passe Angelina, là-bas. Et sa femme, Teresa, tenait sa boutique chemin du collège, juste à côté là. Les voilà qui arrivent. Alors, ma Teresa, pas trop triste de quitter le chemin du collège? Oh non, enfin, j'ai un petit pincement au cœur quand même. Hein. Ouais, faut pas, ma belle. Mais on sera mieux rue du Grand Chemin. Oui. Enfin, on aura le fournil et le magasin au même endroit. Et voilà, plus besoin de t'amener le pain à la boutique. Ben voilà. Et voilà. Et toi Camille, ton fournil de l'Impasse Angelina, il ne va pas trop te manquer? Bon, c'est vrai que j'ai plein de bons souvenirs avec ce fournil. Hein. Et comme les enfants, tu te souviens qu'ils viennent
goûter mes galettes à l'angélique. Ah oui, celles que tu fais pour les communions. Eh oui, ils se lèchent les doigts, les petits. Et puis, il y a toujours cette bonne odeur du pain. Ah oui, mon fameux pain de 5. Et oui, le gros pain que les gens achètent pour faire des tartines grillées. Et voilà. Dans la cheminée. Au petit déjeuner, c'est trop bon. Ah oui. Et puis, il y a tous les gens qui viennent cuire leurs plats dans le fournil. Les poulets, les tartes, les tomates farcies. Et qui viennent faire sécher leurs jambons aussi. Ah ouais, là j'ai toujours des jambons pendus au-dessus de ma tête. Dangereux un métier de boulanger. Enfin, tout ça va continuer rue du Grand Chemin. Et voilà. Et on déménage dans quelques jours, tu te rends compte? Oui, et je suis contente. Ah. Toi, tu auras un fournil tout neuf. Et moi, j'aurai un beau magasin. Et puis la jument, elle aura une belle écurie quand même, parce qu'elle était un peu à l'étroit du collège. Oui. Du collège. Et tu vas pouvoir faire une vraie tournée des fermes avec la jument et la carriole. Oui. La ferme des Rousseau, la ferme des Florenceau. Voilà, puis j'irai jusqu'à Bourneuf, hein, puis je vais faire tout le tour du coin. Ah oui, et la jument apprendra la route. Comme ça, quand tu boiras un coup chez le grand-père là-bas, elle te ramènera. Ce ne sont pas des bêtises. Bon, on va bien commencer la nouvelle décennie quand même. Oui, oui. Si on travaille bien et si Dieu le veut, les années 30 seront bonnes pour notre commerce. Oui, puis il y aura tout. Ça marchera toujours, la boulangerie. Puis il y aura toujours du monde à Clavette, regarde. Eh ben oui, avec toutes ces fermes qui font vivre le village. Ah oui, ah ben, il y en a une vingtaine ici. Ah oui. Ça fait à peu près 70 bouches à nourrir quand même. Ah oui, oui. Et puis, il faut des gens quand même pour cultiver les champs de blé. Oui, et puis s'occuper des troupeaux et des animaux de la ferme. Quoi. Oui, et puis il faut faire à manger aussi, pour les hommes et aussi pour les bêtes. Et puis il y a tous les commerçants du village à nourrir. Tiens, comme Monsieur Bironneau, le bourrelier, et Madame Chagnot qui tient le café de la paix. Oui, et puis les artisans comme Monsieur Guéry, le menuisier. Et puis tous ceux qui travaillent pour Monsieur Barrault, le charron-forgeron. Ah oui, il est pas loin. Hein. Et comme on dit, mange du pain avec ton fricot, on aura toujours besoin de pain. Notre avenir est assuré. Allez. Il aura réservé pas mal de surprises quand même. Ah oui, Clavette a bien changé à la fin des années. Au fil des années. C'est l'arrivée des grandes machines agricoles dans les années 50 qui ont tout chamboulé. Oui, l'agriculture est devenue un travail individuel alors qu'avant, les paysans s'entraidaient. Pour les battages, par exemple, ils déplaçaient les batteuses de ferme en ferme, tirées par des chevaux. Tout le monde donnait un coup de vin, les femmes faisaient la cuisine et le soir, les gars chantaient et buvaient ensemble. C'était un sacré boulot, hein. Il faisait un travail de force. Et que buvait-il? De l'eau, évidemment. Regarde, pendant qu'on écoutait l'histoire de Camille et Teresa, on a fini la baguette. Oh oui, c'est bien vrai. Ils avaient raison à propos du pain. On l'apprécie toujours autant. Un journaliste rencontre Juliette Perrault, la couturière, devant sa maison. Une voisine, Marie, traîne à côté et s'immisce dans la conversation. Bonjour madame, est-ce que je peux parler quelques instants? Bien sûr, monsieur. Vous avez besoin des services d'une couturière? En fait, je suis journaliste et je fais un reportage pour les métiers de femmes en menuise. Seriez-vous d'accord pour m'accorder quelques moments? Papa? Mais c'est qui ce jeune homme? C'est ma voisine, Marie. Ah, enchanté. Donc, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Quel est votre nom d'abord? Madame Perrault, Juliette. Enchanté, Madame Perrault. Enchanté. Oui, je prends une petite photo, si vous voulez. Merci. Voilà.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier de couturière? Depuis 20 ans, monsieur. Oh, Juliette, c'est ma petite voisine. Elle est adorable. Mais comment avez-vous appris ce métier? J'ai fait un apprentissage chez Madame Bruga à la Jarrie, sur la place de la mairie. Vous voyez où c'est la place de la mairie à la Jarrie? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ça a duré combien de temps, votre apprentissage? 2 ans, monsieur. D'accord. Et après, comment ça s'est passé? Vous avez peut-être travaillé dans un magasin à La Rochelle. Ah ben ça, si elle l'a fait, je suis pas au courant. Non, après mon apprentissage, j'allais coudre chez des personnes du coin. D'accord. Chez Madame No, Madame Tessier, ici à Clavet, chez Madame Thérault, à Pomeroux, et aussi à Pilineux, chez Madame Bouradier, qui a tenu le café de l'Espérance à Clavet. Vous avez votre clientèle en somme. Ah ben c'est normal, elle travaille bien, ma petite voisine. Et comment ça se passe? Vous faites de la couture à la main? Non, je fais la couture à la main, mais aussi à la machine à pédale. Et que faites-vous comme couture? Je fais des vêtements, pas mal de chemises, des blouses, des tabliers, un petit peu de tout, vous voyez, des vêtements de tous les jours. Et vous avez toujours habité dans cette maison? Ah non, quand j'étais petite, nous habitions celle de la Garenne, là où mon papa avait son atelier. Vous voyez où c'est? Oui, bien sûr, oui. Et des culottes. Pardon? Marie, qu'est-ce que tu dis? Bah, tu fais des chemises, des blouses, des tabliers et des culottes. Oui, mais c'est pas ça qui l'intéresse, voyons. Et votre père, du coup, il faisait quoi dans la vie? Papa était artisan menuisier. Il était jeune, il était militaire aussi. Oui, quand il était dans l'armée, au Maroc, il a connu un monsieur qui avait, monsieur Bélanger, qui lui a vendu une maison. C'est comme ça que nous sommes arrivés là. Voilà l'histoire. Ben, en fait, vous n'êtes pas né à Clavet, alors? Ah non, quand nous sommes arrivés à Clavet, j'avais déjà 3 ans. Eh oui, c'est malheureux à dire parce que je l'aime beaucoup, ma petite voisine, mais elle n'est pas une vraie clavetaire. Je suis née près de Luçon. Je suis donc vendéenne. Bon, je suis depuis toujours restée à Clavet. Je reviens à votre métier. Si je peux me permettre, vous avez eu l'occasion de confectionner des vêtements, disons, plus sophistiqués. Par exemple, je ne sais pas, une robe de soirée. Une robe de soirée pour Madame No ou Madame Tessier. Vous avez beaucoup d'imagination, monsieur. Non, monsieur, je n'ai jamais eu cette chance. J'aurais aimé pourtant. Même aujourd'hui, ça m'arrive d'imaginer un défilé de mode avec de belles robes que j'aurais créées. Oui, ça y est, elle est partie dans ses fantasmes. Et voici les dernières créations de notre joyau national, Mademoiselle Juliette. Mesdames et messieurs, pour sous vos applaudissements, voici Catherine, avec son imprimé végétal, sa combinaison fluide évoque un élan de liberté et d'élégance naturelle. Le chapeau de paille et sandales complètent une allure estivale, idéale pour flâner sous le soleil. Un bohème chic, entre confort et raffinement. Place à Yolande, explosion de couleurs et un esprit 70s, un vent de nostalgie souffle avec ce look, au psychédélique, au cercle multicolore, associé à un pantalon blanc orné de fleurs brodées. Le chapeau à large bord complète ce clin d'œil des années 70, où l'art de s'amuser avec la mode est roi. Et maintenant Françoise, parée d'une robe rouge, élégante, flamboyante, de rouge, classique et intemporelle. Chapeau large, coordonné et sac assorti. Cette tenue célèbre la confiance, la féminité assumée et la joie de s'habiller pour soi. Un véritable hommage à la couleur, de la passion et de la vie. Bravo. Et pour terminer, Chantal avec cette sublime robe évasée à pois blanc sur fond vert menthe qui offre un mouvement aérien qui évoque la liberté et la féminité des années 50.
Applaudissez ce look iconique aux coupes rappelant Brigitte Bardot. C'était magnifique. Bravo, Madame Perron. J'ai même pas pris de photo. Mon rêve s'est réalisé. J'en reviens pas. J'en suis toute tourneboulée. Moi, c'est pareil. J'aurais jamais imaginé voir un truc pareil à Clavette. C'est le jour où passe dans le village la poissonnière, Madame Bernijol, appelée ma jolie. Alors, Morissette, comment vont tes chèvres? Bien, merci Claudette. Les chevaux grandissent bien. C'est contraignant quand même pour toi, cet élevage, non? Oui, parce que mes chèvres, c'est comme les vaches, il faut les passer tous les jours. Ça, l'élevage, c'est un peu comme de l'esclavage. T'as pas de vacances, tu ne reposes même pas le week-end. Oui, mais enfin, ça me permet d'être avec les filles, de m'occuper des filles. Alors je ne regrette pas d'avoir des chèvres. C'est vrai, tu fais de bons fromages aussi. Oui, j'arrive à les vendre et ça me fait un petit pécule. Et plus quand les chevaux naissent à Pâques, c'est adorable. Madame Brisson, notre institutrice, elle emmène toujours les élèves de l'école les voir, des chevreaux. Ah oui, et les enfants sont ravis à chaque fois. C'est le moment que je préfère. Les chevreaux sont plus mignons que les veaux quand même, même si les veaux sont gentils. Tiens, tu sais que je suis passée à la laiterie tout à l'heure. À la laiterie de Clavette? Eh oui, à la laiterie Clavette, là où on fabrique le bon beurre Clavetais, avec le lait des vaches de Clavetaise, comme les vôtres. D'accord, j'ai posé une question bête. Mais alors, il s'est passé quelque chose à la laiterie? Oui, quelque chose de rigolo. Tiens, voilà Jacques, qui arrive, il va te raconter. Quoi? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé à la laiterie ce matin? Avec Bébé Rose? Eh oui. Tu connais Bébé Rose, le beurrier, toi? Bien sûr, tout le monde connaît Bébé Rose avec son gros ventre rond. On ne peut pas le louper. En fait, c'est quoi son vrai prénom? C'est Émile, je crois bien, mais on l'appelle jamais comme ça. Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé à Bébé Rose? Ah bah, tout à l'heure, il fallait qu'il rentre dans la baraque pour aller chercher son beurre. Bah, tu sais ce que c'est, ça? C'est un trou d'homme, et pour rentrer, il faut passer dedans. Et ben, il est resté coincé. C'est pas vrai. C'est avec mon gros ventre. Hein? Mais si je te le dis. Si je te le dis. Et un bon moment en plus. Hein? Il a fini par rentrer malgré tout, mais quand il est sorti, ben le beurre était tout aplati. C'est du beau travail, ça. Oui. On a des personnages avec la lettre. Hein. Ah bah oui. Ah ben, justement, tiens, j'ai une petite chanson à propos d'une autre célébrité locale. Hein, Madame Bironneau. Ah oui, ah oui. Hein, la responsable de la bascule, chacun sait. Hein, celle qu'on appelle la femme à barbe. Hein, eh ben, vous voulez l'entendre la chanson? Oui. Ah bah, j'ai un gars qui l'a fait, là, tiens. Ah, voilà. Fricassé. Ah tiens, voilà Madame de Bernijol qui arrive. Bonjour, mes jolies. Bonjour, mon petit Jacques. Bonjour. Clémentine. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse les filles. J'ai des beaux poissons ce matin. Tout est frais. Ça vient directement de la mer. Oh, mais c'est un bel étalage. Qu'est-ce que ça sent fort. Tu as toujours de beaux produits, Clémentine. Tu as de la raie, des sardines et puis de la dorade. Heureusement que celle-là n'a pas ramené son fromage de chèvre. Ça tue du fromage de chèvre. Je les attends vendredi, Clémentine, parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. C'est vrai qu'avec les produits de la ferme, il ne nous pas grand-chose. Ah non, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'entrées. Et en plus, on ne mange que des bonnes choses.
Mais enfin, où est passé César, ton petit chat noir? Tirer la charrette tout d'habitude? C'est vrai, il n'est pas là, le petit César. Ça ne doit pas être facile de tirer la charrette toute seule. Ah, le César, il s'est blessé à une patte, le malheureux. Et rien de grave. Il sera de retour la prochaine tournée. Oh, le pauvre. Tant mieux si c'est pas grave. Si vous ne m'achetez rien, aujourd'hui et jeudi, je vais continuer ma tournée. À vendredi. Merci Clémentine et bonne journée. À vendredi. Personne qui passe dans le village. Et oui, on en a pas mal. Monsieur Vergniaud, le boucher, il vient de la Jarrie. Monsieur Broutet, le marchand de tissus. Monsieur Samson, le quincaillier aussi, hein. Et puis le camion de la coque de Saint-Rogassi qui passe une fois par semaine. On serait bien embêtés hein, sans eux, parce que nous, on n'a pas le permis de conduire. Hein. Et puis, faire les courses à vélo, hein, c'est pas toujours pratique. Il Hein. a raison, surtout quand il y a du vent. Mieux vaut rester sur place et se laisser servir. Allez, je rentre à la maison, faire la cuisine. Bonne journée. Moi aussi, je vais faire ma compote. Ici, le lieu où se réunissent lors des cérémonies ou d'activités diverses les villageois de Clavette. Nous allons assister à un échange de 3 clavetets. Et monsieur, quel autre lieu? Ah, bah ici, c'est la salle des fêtes. Hein, tu sais, on a connu les spectacles et des animations. Ça sera à quoi la salle des têtes? La salle des fêtes, elle a été construite ici pour faire des pièces de théâtre, des balles, des concours de belote et puis plein d'autres activités. Hein. Tiens, Comblin, là, qui faisait partie des acteurs de cette époque. Oh, allez mon gars, on parlait de la salle des fêtes. Ah bah oui, bah au moment des premières représentations, là, avant la guerre, hein, eh ben cette salle était en train de se construire. Hein. Et alors on allait au château, qui était après une salle à la maison de repos, et puis comme il y avait une scène, bah, on jouait là. C'était quoi avant cette salle des fêtes? Salle des fêtes. Eh ben, en fait, c'était un local agricole qui appartenait à la maison d'un côté. Et c'est Joseph Auberger, hein, son papa, qui l'a racheté et il a construit tout seul à la pioche, hein, parce que pour installer un plancher, parce qu'après, ça fait salle de danse. Voilà. C'était il y a longtemps, au temps des rois? Non, le comité des fêtes a été créé avant la guerre, en 1932, je crois. À cette époque, il y avait déjà une équipe qui faisait du théâtre. Ça s'appelait l'Union Fraternelle. Pendant la guerre, ça s'est calmé, et puis il a été relancé en 1953 par Albert et l'oncle de Jean Rousseau, Raymond et Paul. Et Paul, il faisait le souffleur. Chou-fleur? Fleur. Hein, c'est celui qui répète son texte à l'acteur qui a oublié sa réplique. Hein, lui souffle. Hein. Ce sont eux qui se sont dévoués en fait pour nous faire faire du théâtre, nous apprendre. Et au départ c'était ça, c'était une équipe de théâtre. Hein. Et c'était eux les metteurs en scène qui nous faisaient travailler. Et ça, on l'a fait pendant une dizaine d'années jusqu'en 1963. Tout ça. Il y avait des déguisements et des décors dans cette salle des bêtes? Salle des fêtes. Alors pour les costumes, on essayait d'en avoir dans le style de la pièce qu'on jouait. Et on en trouvait toujours. Ou on en louait aussi quelquefois à La Rochelle, où il y avait des gens qui nous donnaient des vieux habits. On n'avait pas beaucoup de couture à faire et on arrivait à se débrouiller avec les gens de Clavette. Oui. Puis c'était pareil, pour meubler la scène, il nous fallait qu'il y ait quelque chose. Alors bon, on ramassait des trucs à droite et à gauche, et puis les gens nous donnaient un meuble ou nous disaient tiens, j'ai un meuble à vous donner. Ben, on faisait avec ça, et c'était vraiment un travail du village. Quoi. Voilà. Tu faisais quoi dans ta salière? Dans ma salière. Oui, dans ta salière. Dans ma salière.
des bodygood, lieutenant Marsalière? Non, dans ta salle, hier. Déjà des bêtises, tous les ans, le comité des fêtes organisait un théâtre et il y avait toujours 2 ou 3 représentations. Ah ça oui, hein. On a joué des pièces comme Ces dames au chapeau vert, Le crayon du foyer, et puis Bec de mon cœur. Alors dans Bec de mon cœur, il y avait un mariage. Moi je faisais le fiancé. Mais la fiancée, elle avait une tête de plus que moi. Alors j'étais obligé de me faire des cales dans mes chaussures pour être à sa hauteur. C'était une fille qui habitait au terrain de basket, là qu'on appelle maintenant place du pressoir. Ça payait bien? Oh non, ah non, ça payait pas bien, mais avec les représentations, on nous donnait un peu quelque chose, donc ça nous permettait d'aller en excursion pendant 3 jours. Un petit voyage. Un petit voyage, voilà, ça nous soulageait, ça payait pas beaucoup, mais ça nous soulageait, et puis on pouvait partir pour pas grand chose, c'était la récompense des acteurs. La récompense à l'époque, c'était pas un Oscar? Non, pas du tout, non. Et puis c'était aussi une affaire de famille. Alors, les grands responsables de cette équipe de théâtre, c'était les parents de Jean Rousseau, hein, et puis Raymond Lucienne, hein, c'était ses parents. Claude Hubert aussi en faisait partie, et aussi sa belle-sœur et sa femme Eliane, hein, que vous avez bien connue. Et Jean Rousseau, bien sûr, évidemment. Donc à cette époque-là, on avait 24, 25 ans, mais on avait aussi des plus jeunes de 16 ans. C'était pas toujours facile à manier, hein. Il y avait parfois une ambiance du tonnerre. On est bien vrai, hein. Après nos enfants, on a remonté une équipe de théâtre, mais c'était pas pareil. Il y en avait qui étaient à l'école à La Rochelle, d'autres en pension. Alors ça a duré 2-3 ans. Alors nous on était les chefs et eux c'était les acteurs. Oui, il y en avait. Et voilà. Et vous cachez, ça emballait sec. Bien sûr qu'on avait des balles. Des balles, c'est des beaux. Il est complètement taboyau, lui, hein. Exprès. Hein. Non, on avait aussi un bal costumé, ou on avait aussi un bal travesti de clavette. Hein. On faisait ça un peu avant le carême. Les gens se déguisaient dans tout ce qu'ils avaient, qu'ils trouvaient, et puis on n'avait pas de système sonore, hein, pas de musique, pas de ci ou ça. Et pour accompagner les pièces, on faisait des intermèdes entre les pièces. Alors Claude et Eliane chantaient. Et puis Claude, il racontait des monologues en saintongeais. Alors il avait le costume idéal, hein. La blouse bleue, les sabots avec la paille, le chapeau noir. Et il avait acheté un bouquin de Copenhague. Hein. Donc il s'est lancé là-dedans. Ah, quelle ambiance il y avait. Hein. C'était le bon temps. Le temps des copains. Ah ouais. Dans la salle des dettes. Ah ben pour une fois elle est pas mal celle-là. Hein, ah ben oui effectivement, c'est la salle des fêtes. Mais comme tu le dis, on a bien une dette envers ces anciens qui nous ont permis de vivre tout ça. Yolande qui m'a aidé à faire la couture de cette La première scène c'était Martine. Jean-Paul. Cathy.
moi qui travaille là-dessus. Il y a 10 ans, avec Cathy, on a récolté les paroles de nos anciens dont vous aurez la liste affichée là dans la salle avec l'exposition, dont il y en a plus qu'un sur 6 qui reste encore. Les personnes qu'on a interviewées. Ouais. Et donc, ils ont écrit leurs scènes par rapport à ce qu'on a interviewé, enfin la parole des anciens. Ouais. Et puis bon, travailler sur... Bravo. Et avec notre artiste là qui nous a fait des fonds de scène adaptés. Enfin vraiment merci, merci, merci. Bravo, bravo. Juste à côté. Faut y aller.